Bonjour à tous, c'est Simon, je suis avec Mathieu, et on va vous causer de Godzilla vs Kong, le 4e film du Monsterverse initié en 2014 avec Godzilla. Et bien tout simplement, il vient de sortir le 22 avril, officiellement, légalement, en France. C'est donc l'occasion de vous dire ce qu'on a pensé du film, d'abord sans spoiler, et puis après, on spoilera un petit peu, on vous l'indiquera, ne vous inquiétez pas. Et bien tout d'abord, je vais te demander, Mathieu, ce que tu as pensé du film en une phrase. Eh bien moi, j'ai plutôt bien aimé, on est assez pas d'accord ensemble, on va dire, et contrairement à beaucoup de gens, moi je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça relativement fun, évidemment il y a beaucoup de défauts qu'on détaillera plus tard, mais non, j'ai trouvé ça assez plaisant et assez amusant pour être honnête. Et donc toi, qu'en as-tu pensé? Eh ben moi je me suis dit, tout ça pour ça. Vous aviez tout pour me régaler, pour me faire zizir, et non, pas du tout. Bah du coup, il y a peut-être une première question qu'on va se poser, enfin en tout cas que je vais te poser, c'est est-ce que, parce que c'était l'ambition affichée du film, et puis c'est un petit peu ce que la critique américaine en a dit quand il est sorti aux États-Unis simultanément en salle et sur HBO Max, est-ce que c'est un grand et gros spectacle de cinéma? En tout cas, comme tu dis, c'est ce qu'ils nous ont promis, et en vrai, c'est ce qu'ils nous ont donné, on peut pas dire le contraire. C'est tellement un grand spectacle qu'ils ont littéralement oblitéré tout le reste. Il n'y a que ça, en réalité. Ils s'en foutent à peu près de tout ce qui se passe. Genre, le scénario est incohérent au possible. Tout n'est que focalisé que sur le visuel. C'est vraiment, hey, vous voulez un combat de gros monstres? Et ben, il est là, le voilà. Ça commence très très vite. Dès 35 secondes de film, on sait à peu près ce qui va se passer pour tout le reste. La question, c'est pas ce qui va se passer, mais comment ça va se passer. C'est tout le sujet du film. Et c'est ça, c'est Godzilla Kong qui se marave la tronche pendant moins de 2 heures en plus. C'est assez étonnant, je trouve. Sur un film pareil, on pourrait croire qu'il boosterait la durée et tout, mais finalement, c'est même en deçà du standard un peu hollywoodien classique. Et donc oui, ça va totalement à rebours du film de Edwards, qu'on aime plutôt bien tous les deux d'ailleurs. Oui, je crois. Tout à fait, le film de 2014. Exactement. Tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un film très sérieux qui, comme le tout premier Godzilla, reprend des thématiques par rapport au nucléaire qui sont vachement dans l'air du temps, parce que ça parle de Fukushima un peu. Bah, c'est un film très grave en fait. Exactement, oui. Qui voulait vraiment, voire même un peu plombant, hein. Moi je dis ça en adorant le film, ouais. Mais c'est un film, oui, qui voulait quand même t'imposer quelque chose d'assez sombre, d'assez dur, et oui, une idée des humains balayés par des entités quasi divines en fait. Enfin, après, Edwards, il avait ça pour lui, qu'il avait un énorme avantage, c'est qu'il avait le premier vrai Godzilla américain à montrer et que son film, c'est, regardez, en fait, il le découpe en plusieurs morceaux, alors que, bon, c'est le même problème quand on voit les films de l'époque d'ailleurs, c'est que quand on l'a vu une fois, Godzilla, on voit à quoi il ressemble, quoi. Oui, on peut plus rejouer la découverte. Exactement, c'est pas possible. Du coup, qu'est-ce qui reste à montrer? Ce uppercut qu'on voit dans la bande-annonce qui est qui résume un peu toute la note d'intention du film. C'est vraiment, voilà, c'est Kong qui envoie une méga mandale dans la gueule de Godzilla, en immense plan large, tout ce qu'on veut, et ils nous l'ont filé, et voilà. Donc, est-ce que c'est un grand spectacle? Oui. Est-ce qu'il est très très bien mis en scène, etc. Je pense qu'on en reparlera. Eh ben ouais, parce que moi c'est la grosse limite que j'ai, c'est-à-dire que si tu veux, je m'attendais absolument pas à voir du Bergman ou à voir une reprise du film d'Edwards, pas du tout. En revanche, moi j'ai un problème fondamental avec le film. J'ai l'impression que le réalisateur Adam Wingard, en fait, il a un souci, c'est qu'il choisit jamais entre les deux échelles qui s'offrent à lui. En gros, soit il fait comme Edwards et il est rivé au niveau des humains pour nous donner une idée du gigantisme, de combien ces créatures sont impressionnantes, c'est une forme de spectacle. Ou alors, tu te mets au niveau de tes monstres, tout n'est plus que petit Playmobil qu'on balaye, mais pourquoi pas, c'est faisable. Mais on va dire, il faut choisir à un moment qu'est-ce qui va donner le là de ton film. Or, j'ai l'impression que comme il choisit pas et qu'il passe à la volée de l'un à l'autre, sans raison particulière, sans cohérence narrative, du coup, je n'ai jamais, moi, de sentiment d'échelle, ou très peu, et du coup, tout, en fait, ça écrase pour moi un peu tout, et même les séquences de grands spectacles me touchent très très peu. Alors attention, dans chaque séquence un peu spectaculaire, il y a toujours un plan où tu te dis genre, ah putain, ouais, ils se sont fait plaisir. Tu vois, que ce soit un plan, par exemple, qui va se river au poignet de Kong, et qui va tout d'un coup se balader comme ça, qui change un peu la manière dont on codifie ces combats-là, ou un avion de chasse qui est balancé, enfin, il y a comme ça des petites idées qui émaillent et qui sont super plaisantes, mais entre ces idées, j'ai vraiment l'impression qu'ils déroulent presque, j'ai presque l'impression que les combats ont été pensés par une intelligence artificielle, je dis ça en exagérant, et du coup, moi, c'est mon gros problème, c'est-à-dire que, et c'est d'autant plus un truc qui me rend triste que, moi, je regrette souvent quand les blockbusters sont mal terminés, techniquement parlant, or là, c'est pas le cas, les effets spéciaux sont beaux, ils sont travaillés, ils sont fins, enfin, tu vois, il y a aucun moment où je me dis, genre, ah là, vous avez vraiment essayé de me la faire à l'envers, je suis pas dans un film de super-héros aux effets mal finalisés, quoi. Là, vraiment, on sent qu'il y a une emphase qui a été
mise techniquement pour proposer un spectacle vraiment léché aux spectateurs. Et du coup, moi, ça me frustre énormément de ne pas trouver la mise en scène spectaculaire. Mais il y a une autre question aussi et puis moi, j'avais très envie de te poser parce que moi, j'aime beaucoup King Kong et beaucoup Godzilla. Je pense que j'ai dû voir une quinzaine des films Godzilla, mais il y en a bien plus, il y en a 37 si même. Maintenant, il y en a 35. Voilà. Et celui-là, je crois que ça fait 35. Voilà, 35. Et toi, en l'occurrence, tu connais mieux la saga que moi, et moi, j'avais envie de te demander. J'ai tout vu. Voilà. Effectivement, tu la connais un peu mieux que moi. Mais est-ce qu'on retrouve dans ce film l'esprit de la saga ou d'une période particulière de la saga? C'est ça qui je trouve assez amusant, justement. C'est qu'on pourrait croire que si Hollywood récupère la saga de Godzilla, ils allaient en faire. Parce que Hollywood a quand même souvent peur d'aller dans le nanar, en fait, d'aller dans le nawak, ils essaient toujours de se trouver des excuses graves. Beaucoup plus aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve, avec les super-héros, par exemple, il y a eu la jurisprudence Dark Knight, qui fait que tout le monde veut se mettre au sombre. Le Godzilla d'Edwards reprenait, comme on l'a dit, était assez sombre. Et c'est marrant parce que je trouve que finalement, y réfléchir, si on prend juste les Godzilla, j'exclus un peu Kong, qui est un peu dans son Apocalypse Now Universe à lui tout seul, là, finalement, je trouve qu'ils suivent plutôt bien la façon dont ont évolué les Godzilla de la Showa, donc la première ère. D'ailleurs, parce que le troisième film Godzilla original, c'était King Kong contre Godzilla en 1962. Ouais. Exactement. Et en fait, je trouve qu'on retrouve un peu la même montée en puissance. C'est-à-dire que le deuxième, contre Anguirus, c'est le premier qui introduit les combats de monstres, c'est le premier où ils se battent entre eux. Et c'est un peu ce qu'ils font plus ou moins dans le 2. C'est un peu un film entre deux, C'est-à-dire qu'il veut introduire le côté vraiment gros mash-up des Kaiju Ega, donc des films de monstres, avec tout le monde qui se bastonne, en sachant pas encore trop sur quel pied danser, en se disant est-ce qu'il faut qu'on se la joue sérieux en étant encore dans la continuité, en fait, exactement, un petit peu de celui d'Edwards. C'est exactement ce qui se passe, je trouve, avec... King of Monsters. Oui, c'est King of Monsters, et du coup avec la suite du premier Godzilla. King Kong contre Godzilla, dans les originaux, c'est un peu une grosse rupture, parce qu'il arrive très longtemps après celui d'avant. Et là, c'est Tsubaraya, d'ailleurs, je crois, le concert des effets spéciaux, qui voulait en faire un truc, une comédie, en fait, tout simplement. Un truc... Et puis bon, c'est totalement nanardesque, on en a déjà parlé, c'est très très drôle. Aujourd'hui on voit ça comme un nanar, mais déjà à l'époque c'était humoristique, le fait qu'il lui met un double high kick, qu'il lui envoie un arbre dans la tronche. Et en fait le film d'Edwards, c'est marrant, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont un peu inspirés de ça. Alors bon, le film de Wingard, tu veux dire? Le film de Wingard, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Mais on perd le côté satirique qu'il y a dans le film de Honda, de 62, qui a toujours cette partie un peu satirique niveau des humains. Wingard, lui, il dégage carrément ça, il n'y a pas ça. Toute l'histoire avec Apex, on peut pas dire que ce soit très subtil. Mais on reprend ce truc super coloré parce que King Kong contre Godzilla, c'était le premier Godzilla en couleur. Là, c'est pareil, ça pète de partout. Donc, on parlait de Hong Kong avant de commencer cette vidéo. Un truc qui nous avait beaucoup marqué, c'est quand il débarque dans la ville est tellement saturée de néon que ça en devient presque risible. Clairement, ils en ont rajouté des tonnes en post-production, avec selon moi une petite inspiration Pacific Rim d'ailleurs. Grosse inspiration. Grosse inspiration Pacific Rim. Et oui, donc on se retrouve avec ce truc très coloré, aussi ce plan de face de Godzilla où genre la moitié de la tronche verte, la moitié rouge, il s'amuse vraiment avec ce truc-là. Donc c'est totalement revendiqué d'être un objet pop, comme l'était le film de 1962. Ouais, mais tu vois, alors j'entends bien et je vois cette intention. Et comme toi, j'y suis sensible, tu vois, ça tire des petites cordes un petit peu, mais il y a quand même un truc qui me gêne, qui me dérange, c'est que si tu veux, ces films-là, ces films des années 60, des années 70, étaient bariolés, pop, très efficaces, partaient dans tous les sens, parce qu'ils étaient faits avec des moyens relativement limités, les moyens du bord, et donc c'était une façon d'exister, d'être plus fort, d'être identifiable, reconnaissable. C'était, on va dire, une créativité, une forme de démerde que je trouve très attachante, mais du coup, je suis très sceptique dans l'idée de faire ça dans un blockbuster à 150, 200 millions de dollars, et je me demande quelle est la part de cynisme ou de, en fait, d'absence de créativité, de se dire, tu vois, et puis même au-delà de ça, au-delà du fait qu'on puisse aimer ou pas, je trouve qu'il y a quelque chose, moi, de terriblement déprimant dans l'idée de me dire que actuellement, le grand succès de la période un peu troublée dans laquelle on vit, c'est un film qui aura eu besoin de plusieurs centaines de millions de dollars pour essayer de dupliquer un morceau d'artisanat un peu fou des années 60. Et ça, ouais, moi, ça c'est un truc qui me déprime très fort, quoi. Ouais, c'est assez dingue. Après, je pense que le fait que le film marche très bien, c'est quand même super révélateur de déjà ce que c'est que le kaiju en soi, c'est-à-dire littéralement un genre dont le concept même est le grand spectacle en réalité. Et finalement, de ce que on avait parlé de Tenet et tout ça, je veux dire, Godzilla vs Kong, c'est l'anti-film de Nolan. C'est-à-dire que c'est que du CGI qui suinte de partout, la narration n'a aucun sens. On avait parlé de... Non, ça c'est très Nolan, ça.
Du moins, elle n'essaye pas d'en avoir. Mais du coup, bah oui, parce qu'on parlait de personnages qui rentrent dans cette société super secrète, mais comme s'ils étaient en vacances en fait. C'est ça, mais alors là, on va peut-être rentrer dans la partie spoiler, parce qu'on va détailler un petit peu le scénario, l'intrigue et ce qui se passe dedans. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot quand même du scénario en général? Parce que là, moi, je vais commencer. Certes, je suis d'accord avec toi, le film a, je te dirais, la politesse ou l'élégance d'être bref, et ça, c'est cool. Et puis, ça le contraint à avoir un tempo assez rapide, ce qui est agréable. À un moment, si tu vas au cinéma pour avoir du grand spectacle, c'est pas pour avoir la messe en même temps entre les moments où ça pète. Et je sais gré au film de pas trop me prendre pour un imbécile avec des tunnels de dialogue qui voudraient me faire croire, alors que c'est pas l'objet du film. Néanmoins, je trouve qu'on atteint un degré d'incohérence qui, pour moi, est pas dans le fun, est presque dans le je m'en foutisme. Tu vois, par exemple, on t'établit que pour rentrer dans la Terre creuse, parce que c'est ça, au centre du film, il y a la Terre creuse, un espace comme ça fantasmatique, on passe à travers un espèce de portail et t'as tout un petit effet visuel qui est plutôt marrant, hein, finalement. Mais quand on sort de la Terre creuse, je veux dire, ça a complètement disparu et il suffirait d'une réplique de dire « Ah bah oui, il s'est passé ça, du coup le portail est ouvert ». Enfin, tu vois, c'est que j'ai vraiment l'impression que les mecs en ont à ce point-là rien à battre. Mais à ce point-là qu'il faut... Si tu veux, il y a personne, tu sens que le script à un moment est arrivé un peu, tu vois, tout bourré avec le caleçon sur les genoux, sur le plateau, il a fait « Ah mais ça n'a aucun sens !» Et tout le monde l'a regardé, il a fait « Bah ouais ». Et... J'ai l'impression que ce truc-là, ils rentrent et ils sortent de la Terre creuse, parce que c'est vrai qu'en plus, quand ils arrivent, ça a l'air d'être ils sont au bout de leur vie, c'est le pire truc. Quand ils sortent, c'est tranquille. J'ai l'impression que c'était un peu un prétexte parce que tu sais, t'as ce plan complètement taré, enfin, complètement super drôle. Moi, ça m'a vraiment fait rire. Le moment où Godzilla, il crache son souffle atomique tellement fort que ça fait un trou dans la Terre et que King Kong et le vaisseau remontent. J'ai l'impression qu'il faut coucou. Exactement. En fait, c'est juste un prétexte pour tout mettre dans le même plan, du moment où ils remontent jusqu'au moment où ils arrivent à Godzilla. Mais encore une fois, enfin, oui, clairement, ils ont eu le concept de la scène avant de l'écrire. C'est pas difficile. Ouais, mais du coup, et moi, le problème que j'ai, c'est que certes, le film est pas long, il est pas trop long, c'est vrai, mais justement, pour un film qui dure 1h53, 1h50, je trouve qu'il passe un temps fou avec ses personnages, et surtout qu'il sait pas les caractériser. Par exemple, t'as Alexander Skarsgård, qui en gros est là pour jouer la partie science débile, tu vois, genre, ouais, allons dans la Terre creuse, et puis bien sûr, on va faire ça, puis tiens, transformons ce vaisseau en défibrillateur pour Kaiju. C'est vrai. C'est ça. Et à côté, t'as Rebecca Hall, qui est aussi une comédienne que j'aime beaucoup, qui elle est caractérisée en mode scientifique premier degré, genre oh oui, je suis là avec mon enfant magique. Et du coup, je trouve que en fait, j'ai en permanence l'impression que le film a aucune idée de ce qu'il veut être et qu'il passe beaucoup de temps avec des personnages dont il sait pas qui ils sont. Et bon, c'est très frustrant d'avoir autant de bons acteurs parce que c'est comme t'en parlais. Je trouve que Rebecca Hall est une très bonne actrice. Pareil, je sais plus comment ça, Minin Brown, c'est ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Voilà, la gamine qu'on a vue dans Stranger Things. Ah oui, Emily Bobby Brown. Voilà, c'est ça. J'arrive jamais à retenir son nom. Bref, en vrai, je trouve qu'elle est pas mauvaise en soi, tu vois. Genre, non, elle joue bonne actrice. Elle joue bien le pas grand chose qu'elle a à faire. Exactement, c'est ça. Mais oui, effectivement, ils sont honteusement sous-exploités. C'est sûr, c'est évident. Après, vu que dans son arc narratif, il y a les deux personnages les plus insupportables, je pense. De l'histoire du cinéma. Pas loin, pas loin. Notamment le personnage du genre de complotiste. Genre, j'ai l'impression que de faire du complotisme un ressort comique est devenu une petite marotte hollywoodienne parce que c'est facile. Oui, et puis il y a un truc que je trouve d'autant plus cynique, c'est qu'on en fait à la fois un ressort comique pour dire aux gens qui seraient très agacés, voilà, un truc qui serait très agacé par le complotisme, on en fait un ressort comique pour dire vous avez vu, c'est un teubé, mais en même temps il a raison pour ne s'aliéner aucun des deux publics. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment le pire des deux mondes pour surtout ne rien choisir, et ça m'a... Oui, d'autant que les méchants en face, c'est vraiment le sommet de la caricature. Bonjour, je suis le méchant patron. Il y a un japonais, un américain en plus, histoire de, encore une fois, ils veulent s'aliéner personne, histoire d'y aller à fond. Et les méchants de Nicky Larson à côté, c'est du Shakespeare. Exactement, ça coche toutes les cases quoi. Ah mais voilà, c'est exactement ça. Et puis, puis il y a une question, parce que c'était un élément qui avait repéré beaucoup de spectateurs dès les bandes annonces, et puis qui a finalement été confirmé par les derniers teasers, Spot TV, totalement spoilé. Ouais. Voilà, c'est le débarquement dans le dernier acte de Mechagodzilla. Qu'est-ce que t'as pensé toi de Mechagodzilla? Je dois avouer être un peu déçu par le design en général en fait. Je m'attendais vraiment à un truc plus, je sais pas, plus original, mais oui c'est vraiment... En fait, le fait que ce soit un robot avec un budget aussi énorme, ils auraient pu lui donner des... comme dans Pacific Rim d'ailleurs, tu vois. Exactement. Chaque robot a ses petites particularités, du coup c'est rigolo. Là c'est vraiment juste un Godzilla mécanique. Alors autant ça passait dans les vieux films, parce que bon, clairement, ils avaient zéro budget comme tu disais. Puis même eux, je trouve qu'ils arrivaient à donner un truc en plus. Là, à part le fait qu'il soit bleu plutôt que d'être rouge, et encore après il redevient rouge. C'est ça. C'est tout quoi, genre... Oui, et puis quand tu vois, il y a quand même pas très longtemps, comme, alors certes le temps d'une seule séquence, mais comme un film comme Ready Player One avait réussi à utiliser la figure de Mechagodzilla. Il est bien meilleur je trouve dans Ready Player One. Et en faire un truc super ludique, super spectaculaire, pour en plus le faire se taper avec Gundam, mais
Et là, tu te dis, genre, ouais, il est moche. Et alors, le plus beau, c'est quand même Adam Wingard qui s'est quand même fendu il y a quelques semaines d'une déclaration en disant oui, moi, le design de mon robot sera plus intéressant que celui des Transformers que je n'aime pas du tout, qui est illisible. Tu fais genre, oh, mon petit chat, quand même. Je veux dire, toi, c'est quand même un vieux piston avec de LED qui tire des lasers, quoi. Ouais, c'est pas faux. Enfin, moi, je suis pas fan des designs des Transformers non plus. Non, certes, mais. Mais oui, en effet, bah d'ailleurs, en fait, il y a un côté un peu Transformers, d'ailleurs, je trouve, dans le. Bah, paradoxalement. Ouais, c'est un peu dommage, alors que. Ouais, le truc qui est drôle avec Mechagodzilla, c'est une grosse carlingue, quoi. C'est un énorme truc. Il y a un côté presque. Dans le personnage en lui-même, dès les débuts, et je trouve encore même un peu maintenant, il y a un côté un peu satirique, un peu ironique par rapport à nous, ce qu'on fait des films de monstres en fait avec Mechagodzilla, ce truc de. En fait, ça en devient ridicule. C'est-à-dire de vouloir toujours aller plus loin, toujours émuler les choses qui existent déjà. Et d'ailleurs, il y avait un truc à raconter, je trouve, avec la version américaine et Mechagodzilla par rapport à la version japonaise. Il y avait vraiment un truc à raconter sur Mechagodzilla, finalement, bah, c'est quoi? C'est les Américains qui veulent un peu vampiriser une culture qui est super japonaise et en faire un truc plus mécanique, littéralement. Littéralement, oui. Ouais, c'était super intéressant. Évidemment, vu que ça raconte rien, ils l'ont pas raconté non plus. Mais même les moments où ils se battent entre eux, je sais pas ce que t'en penses, mais la baston de fin, je trouve que ça retombe en fait. Oui, mais tu sens qu'il n'y a pas d'idée, alors que Exactement, ouais. même moi, voilà, qui, je l'ai déjà dit, trouve le film pas spectaculaire, qui m'y ennuie et qui vraiment je l'aime pas. Néanmoins, comme je disais plus tôt, dans chaque combat, il y a au moins un moment où je dis genre ah tiens, elle me fait plaisir cette idée. Ouais. Et là, quand tu vois le combat contre Mechagodzilla, tu as vraiment l'impression que les mecs, le peu d'idées qu'ils avaient, ils les ont déjà sortis et il faut en finir quoi. Surtout que le jour s'est levé, ce qui est encore une pas très mauvaise idée, c'est-à-dire que le combat est tellement long qu'il est sur le lobe. Très bonne idée, je trouve, dans l'idée. Mais le fait est que c'était vachement plus stylé quand il y avait tous ces néons totalement délirants là, et que maintenant, en fait, on voit beaucoup plus CGI déjà, je trouve, Oui. à l'aune du jour forcément. Et oui, il y a le moment où il éclate à la fin, qui est toujours un peu bon rigolo, parce que voilà, c'est toujours pareil. T'as quand même toujours envie de le voir éclater. C'est vrai que, comme tu disais, dans chaque combat, il y a un moment un peu rigolo, il y a un moment où il lance le truc comme une fléchette au début. En fait, à chaque fois, le problème, c'est que c'est mal découpé, du coup, c'est assez frustrant. Et là, en fait, on a l'impression qu'en fait, le grand moment de la scène, c'est pas la mise en scène, c'est Mechagodzilla. Du coup, ils se disent, bon bah, vu qu'on a un truc que tout le monde voulait voir depuis longtemps, que tout le monde voulait tellement le voir d'ailleurs, ils font dire littéralement un personnage au bout de 4 secondes où il est devant, c'est Mechagodzilla, non, c'est pas Robo Godzilla, c'est Mechagodzilla. C'est son seul truc, il se dit, bon, c'est bon. Là, j'ai Mechagodzilla, les gens sont super contents, du coup, bah, ça sert à quoi de faire des trucs rigolos avec, alors que, bah, enfin, je sais pas, c'est un robot Godzilla, on peut faire des trucs ultra drôles avec, c'est super dommage. Mais je pense que c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup de mal à doser la puissance de leur personnage. C'est-à-dire que, bah, effectivement, on a établi en 2 films que Godzilla, c'était quand même une grosse bait. Kong, il faut réussir à lui faire un semblant de personnalité, un arc narratif, le faire monter en puissance, lui faire trouver une hache. Et donc du coup, bah, si tu établis que Mechagodzilla est encore plus fort, là c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'il fait le truc? Il rase la moitié de la planète. Donc j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à doser comment les utiliser et les confronter. Encore un truc qui est inhérent au fait qu'ils reprennent une mythologie originale qui s'encombrait pas du tout avec ça. Des films, en fait, le véritable, je trouve, le truc, il y a une dissonance que eux pensent compatible. C'est le fait qu'aujourd'hui Hollywood ils aiment les univers connectés, tout ça on connaît, tu vois. Et en fait ils se disent, bah les films de kaiju finalement, ils faisaient ça bien avant. Un peu comme Universal Monster et tout, ils ont eu l'idée bien avant. Sauf qu'en réalité, les Godzilla de cette époque-là, bah en fait, il y a Godzilla qui fait le lien entre tous, il y a des personnages qui reviennent, bien sûr, il y a des fois des liens qui sont faits, surtout sur la deuxième partie. Bon, c'était au bon vouloir des producteurs, hein, franchement, c'était pas plus que ça. Alors que là, forcément, comme tu dis, quand tu essayes de créer une échelle de puissance, où il y a ce truc de Kong qui grandit, c'est-à-dire qu'il est plus grand, donc il est plus fort, bon voilà. Une échelle de puissance, même de taille, hein, franchement, les tailles des personnages, t'as un peu du mal. Bah forcément, ça enlève toute crédibilité, toute possibilité, c'était une des raisons pour lesquelles mais d'ailleurs, du coup, ça fera un lien avec ce qu'on veut parler plus tard, des liens avec la façon dont ils pourraient implémenter d'autres trucs de l'univers japonais dans le truc. C'est que Mechagodzilla, il aurait pu être autre chose en fait qu'une création humaine. Et ben justement, et moi je voulais te parler de ça pour en terminer, pour en conclure, parce que, soyons raisonnables, quand bien même il n'y a pas pour l'instant officiellement de nouveaux films qui est lancé, puis on ne sait pas quels vont être les plans de Warner et de Legendary Pictures là-dessus, néanmoins, si le film marche et se confirme comme un gros succès de la pandémie, il n'est pas invraisemblable, enfin de la pandémie, de la période de crise sanitaire, il n'est pas du tout invraisemblable que la saga continue, et auquel cas, moi j'aimerais bien savoir, connaissant un peu la mythologie en général de Godzilla, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver, toi, dans un futur épisode? Bonne question. Le fait est qu'ils se sont quand même tiré beaucoup de balles dans le pied avec le deuxième, parce qu'ils ont pas lancé tout le monde. Genre King Ghidorah, c'est quand même un énorme morceau, Rodan aussi. Ils auraient presque intérêt, je trouve, à faire un film solo Rodan, ce serait marrant en fait. Je serais curieux de savoir si les films solo des kaiju que eux considèrent mineurs, mais qui marchaient beaucoup bien à l'époque, qui ont fait les grandes heures de la Toho à la grande époque, est-ce que ça marcherait?
Bonne question. Mothra, non, c'est sûr. Rodan, je sais pas, c'est une bonne question. Ensuite, on en parlait, c'est un truc qu'on aime tous les deux, je pense, quand on a fait pas mal de dossiers d'ailleurs, sur les grandes heures de Godzilla. Et donc on parlait d'Exilien, mais en général, de tous la façon, le alors oui, les alors extraterrestres. attends, voilà, on va faire un petit peu, voilà, c'est l'Exilien, ils viennent de la planète X, et donc ce sont les Exiliens, un peuple extraterrestre qui a de noirs projets pour Ils arrivent dans un l'humanité. film qui s'appelle Invasion Planète X, et qui est un très bon Godzilla, très très fun. Et oui, en fait, à partir d'un moment, pour se renouveler, ils ont fait intervenir très souvent des extraterrestres sur ce modèle-là. Il y a aussi les Envahisseurs Attack qui est très très drôle. Nous deux, on pensait vraiment, avant de voir Godzilla vs Kong, que le petit twist, c'est qu'en fait, Mechagodzilla, il n'était pas fait par les humains, il était fait par les extraterrestres qui veulent... Ils ont toujours eu des plans, soit nous manipuler, oui, soit... la colonisation, ils aiment beaucoup Voilà, la colonisation. voilà, nous coloniser, nous manger, enfin il y a eu plein de trucs différents. Voilà. Mais ouais, moi l'Exilien, c'est vraiment une des parties de la mythologie Godzilla que j'aime le plus, parce que je la trouve à la fois kitsch, mais dans le bon sens du terme, pas du tout cynique. Je veux dire, un vrai truc qui a une patine très particulière, qui répond à des codes esthétiques que je trouve beau en fait, moi, que je trouve très touchant. C'était des films qui étaient faits, donc il faut le rappeler, hein, pour les gens qui nous écoutent, qui connaîtraient pas trop, un film comme Invasion Planète X, c'est fait donc en pellicule, quand on le voit dans une bonne copie, c'est un film qui a des couleurs, qui a des textures qui sont incroyables, et puis qui a une direction artistique, ça peut paraître très bête de dire ça, mais qui est éminemment japonaise, et donc qui est d'autant plus, je dirais, intéressante, stimulante, quand on en connaît, ce qui est le cas pour nous occidentaux, moins bien les codes en fait. Et vraiment, c'est un film qui est ludique, qui est beau plastiquement, qui est dément, et puis qui est vachement dépaysant, quoi, très littéralement. divertissant. D'ailleurs, du coup... La question c'est qu'est-ce qui va se passer avec Godzilla. En vrai, la suite c'est peut-être aller dans l'espace, hein, parce que dans Invasion Planète X, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est le seul film de la saga, si je dis pas de conneries, où ils se bastonnent sur une planète dans l'espace, quoi. Vu la direction qu'ils ont prise, c'est-à-dire le gros nawak total, ils peuvent totalement le faire et pourquoi pas. Moi je serais aussi curieux de voir des concepts qui sont beaucoup plus dans l'ère Heisei, donc les films des années 90 qui ont des thématiques beaucoup plus sombres arriver dans ces nouveaux Godzilla. Des trucs un peu plus fun, genre Space Godzilla qui est assez marrant, ou alors Mecha King Ghidorah, ça serait une bonne suite, qui est très très fun dans le Godzilla contre King Ghidorah des années 90. Ou alors aussi un monstre qu'on aime beaucoup tous les deux et qui est arrivé une seule fois dans la vraie mythologie, si j'ai pas de conneries, qui est Biolante, Oui. qui est très très cool et qui en plus, je trouve, a un mode de fabrication qui serait très bien apprécié par Hollywood. C'est-à-dire que c'est une créature génétique en fait, qui a été faite à partir des cellules de Godzilla. Et du coup, ça pose plein de questions super intéressantes. Et je trouve que ce serait plus simple à mettre en scène de la part de Legendary, c'est plus plausible on va dire, que les gros délires de la période Showa à un certain moment qui sont vraiment difficiles à adapter, on va pas se mentir, c'est compliqué. Eh ben oui, je suis assez d'accord avec toi. Et écoutez, c'est la fin de cette vidéo, vous l'aurez compris. Mathieu a plutôt pris du plaisir devant le film. Moi, j'en ai plutôt pas pris du tout. Et je regarde là où il n'y a pas de caméra, donc forcément, ça ne marche pas. Mais c'est pas très grave. On espère que cette vidéo vous a plu. On pense bien à vous. On vous embrasse. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à aller lire la critique du film qui est en ligne sur Écran Large. Et où vous trouverez plein d'avis de divers membres de la rédaction. Portez-vous bien et on vous dit à très bientôt. Salut!